Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See detail. Behind the bright lights and adrenaline of pro sports is an equally exciting world of negotiations and deal-making. That's what we cover each week on our podcast, The Deal. I'm Alex Rodriguez, former baseball player turned business executive. And I'm Jason Kelly, chief correspondent for Bloomberg Originals. Over the next couple months, we'll hear from all-stars like Jay Williams. I want to be an owner one day. Billie Jean King. Learn the business. And so many more. Listen to The Deal on Spotify. Il est le physicien qui dirige la commission enquêtant sur l'explosion nucléaire de Tchernobyl. Partisan de la transparence alors que le gouvernement préfère minimiser la catastrophe aux yeux du public en leur cachant la réalité, c'est l'homme qui a découvert et dévoilé les vérités sur l'accident. Nombreux sont ceux qui le considèrent comme le seul personnage rationnel impliqué dans les retombées de la catastrophe. Pourtant, 2 ans après l'accident, il met fin à ses jours de manière inattendue. Son nom, Valéry Legasov. À travers son combat et ses découvertes, découvrez sa true story. Bonjour, ici Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler de celui sans qui l'explosion nucléaire de Tchernobyl aurait fait encore plus de victimes. Nombreux sont les mystères qui planent sur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Pourquoi la centrale a-t-elle explosé ? Quelles en sont les conséquences directes sur les populations locales ? Quel en sera l'impact à long terme ? Doit-on craindre les autres centrales ? Après l'accident, un physicien enquête sur toutes ces questions. Et malgré les barrières du gouvernement, il cherche à dévoiler au monde les réalités sur l'accident nucléaire. Valéry Legasov est né le 1er septembre 1936 à Toula, en République socialiste fédérative soviétique de Russie. Excellent élève à la nature d'un leader, il entreprend ses études à l'Institut de chimie et de technologie Mendeleïev de Moscou. Il écrit une brillante thèse et reçoit une offre pour faire un doctorat à l'Institut de l'énergie atomique de Kourtchatov. Mais Valéry préfère attendre et travaille 2 ans dans l'usine de chimie sibérienne de Tomsk pour se faire une expérience pratique avant de rejoindre l'Institut. Là-bas, il se fait vite un nom pour ses talents dans le domaine de la chimie des gaz rares et reçoit de nombreuses récompenses d'État. Parmi les études qu'il mène dans le domaine de la chimie physique et des explosifs, Valéry se penche sur les réacteurs RMBK-1000 et découvre qu'il serait nécessaire de trouver une nouvelle méthodologie de sécurité pour prévenir des catastrophes. Il propose de protéger les réacteurs nucléaires avec un bouclier de protection. Ses collègues refusent sa proposition. D'après lui, c'est ainsi que vit le jour une génération d'ingénieurs qui certes étaient qualifiés dans leur travail, mais qui manquaient d'esprit critique envers les équipements et les systèmes garantissant leur sécurité. Le doute commença à s'installer dans mon esprit, car il me semblait urgent d'innover, d'essayer de prendre de la distance et d'agir différemment. Le 26 avril 1986, lors d'une conférence matinale à l'Institut Kourtchatov de l'énergie atomique, dont il est le directeur adjoint, Valéry apprend qu'il y a eu une sorte d'accident à Tchernobyl. Il est nommé à la commission spéciale du gouvernement pour gérer cette catastrophe. « 25 avril 1986.
Nous sommes en Ukraine soviétique. Dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, le réacteur numéro 4 est un réacteur RMBK-1000 de 1000 MW. Son cœur est composé de graphite, qui assure le rôle de modérateur, c'est-à-dire qui ralentit les neutrons nécessaires à l'entretien de la réaction en chaîne. 10 heures du matin. Les opérateurs entament la procédure de réduction de puissance du réacteur numéro 4. 13 heures. Sur demande du centre de distribution d'électricité, le réacteur est maintenu à mi-puissance. Une action contraire au programme initial de l'essai. 23 heures. Le cœur de la centrale est difficile à contrôler avec les moyens disponibles. Une stabilisation du réacteur est nécessaire, mais les opérateurs décident de réaliser l'essai coûte que coûte. La réduction de puissance reprend. 26 avril, 1h, 23 minutes et 4 secondes. Démarrage de l'essai. Les vannes d'alimentation en vapeur de la turbine permettant de refroidir le cœur sont closes. La température dans le cœur augmente très vite. La chaleur provoque une augmentation de la réactivité. Le réacteur diverge de manière incontrôlable. 1h, 23 minutes et 40 secondes. Le chef opérateur ordonne l'arrêt d'urgence. Un technicien appuie sur le bouton rouge. Là, la totalité des barres commencent à descendre dans le cœur. Elles n'ont pas le temps d'arrêter la réaction en chaîne. La divergence est bien trop rapide. 1h, 23 minutes et 44 secondes. Pic de puissance atteint. Il dépasse plus de 1000 fois la puissance nominale du réacteur. Les fortes pressions provoquent la rupture des tubes de force qui traversent le cœur. Dans ces tubes, plusieurs assemblages de combustible nucléaire. Une déflagration soulève la dalle supérieure du réacteur. Celle-ci pèse 2000 tonnes. La partie supérieure du cœur du réacteur est à l'air libre. Le graphite prend feu. Plusieurs foyers s'allument dans l'installation. Les pompiers du secteur sont appelés en urgence. Ils mettent 3 heures à éteindre les foyers. Mais le feu reprend. Du 27 avril au 10 mai, des hélicoptères viennent déverser 5000 tonnes de matériaux comme du sable et du plomb pour arrêter définitivement le feu. Le site étant inaccessible, c'est la seule solution envisageable, une idée de Valérie Legasov. En l'espace de ces 10 jours, des tonnes de particules radioactives sont retombées sous forme de pluie ou de neige sur toute l'Europe. Les conséquences de cette explosion sont gravissimes. Des brûlures apparaissent sur le corps des personnes présentes, contamination des végétaux et des denrées alimentaires, cancer de la thyroïde chez les enfants du sud de la Biélorussie. La durée de vie des personnes vivant aux alentours de la centrale se compte en quelques années, en mois, en semaines ou même en jours. Les personnes vivant dans un rayon de 30 km autour de la centrale sont évacuées, mais les dés du destin sont déjà jetés. Le 26 avril, l'universitaire Alexandrov reçoit un appel de la Vertouchka, la ligne téléphonique d'État fermée. La commission d'État recherche un scientifique et tous les assistants d'Alexandrov sont injoignables. C'est donc le physicien Valérie Legasov qui est appelé. L'avion d'État l'attend déjà à Moscou. À 10 km de l'usine, dans le ciel nocturne, Valérie aperçoit une lumière rouge annonciatrice. Quand il arrive sur place, Valérie remarque les mères poussant des poussettes et les enfants jouant dans la rue comme tous les autres dimanches. Il insiste pour que la ville voisine de la centrale soit évacuée d'urgence. Certains sont également partis avec dans leur voiture des objets susceptibles d'avoir été contaminés. Valérie veut savoir si le réacteur est toujours en marche. Il s'approche donc dans un véhicule blindé pour vérifier. Il réfléchit également à un moyen d'éteindre le feu qui s'est ravivé dans le cœur de la centrale. Il y avait un tel manque de préparation, un tel désordre, une telle peur, comme en 1941, mais encore pire. La situation était, selon Legasov,
l'apothéose de tout ce qui n'allait pas dans la gestion de l'économie nationale, et ce, depuis plusieurs décennies. Conscient du rayonnement auquel il est exposé, Valéry est le seul scientifique à se rendre directement sur le lieu de l'accident pour en mesurer les dégâts. Il survole plusieurs fois par jour la centrale en hélicoptère. Le physicien est autorisé à ne rester que 2 semaines sur les lieux de l'accident, mais il choisira d'y rester 4 mois. Pendant cette période, il a été exposé à 4 fois le maximum autorisé de taux de radioactivité. Valéry n'hésitait pas à se rendre personnellement dans les secteurs les plus dangereux pour expliquer aux équipes les conditions dans lesquelles il travaillerait et les risques encourus. Il ne fait appel qu'à des volontaires. Bien sûr, l'homme ne restera pas indemne. Le 5 mai, les premiers symptômes dus aux radiations, bronzage nucléaire et perte de cheveux, apparaissent. Et après le 15 mai, il est pris de toux et d'insomnie. Valéry estime son espérance de vie à 5 années tout au plus. Pendant les temps suivant la catastrophe, Valéry essaye de comprendre l'inexplicable accident. Il étudie des rapports faits par d'anciens scientifiques spécialisés dans les réacteurs nucléaires et retrouve un ancien rapport détaillant une défaillance du bouton d'arrêt d'urgence. Il a la confirmation que les réacteurs RMBK sont en fait défectueux et instables. Ils sont d'ailleurs interdits d'utilisation en dehors de l'Union soviétique. Mais ces informations et cette mise en garde ont été tues par le gouvernement qui ne voulait rien entendre. Ce rapport avait été volontairement laissé dans l'ombre par les autorités qui n'acceptent pas qu'on trouve un défaut à leur système. À l'occasion d'une assemblée à Vienne, Valéry Legasov va dérouler son rapport sur l'accident de Tchernobyl, sans hésiter à dévoiler au grand jour les failles de la technologie nucléaire de la Russie. Le physicien va recevoir les éloges de la scène internationale, mais se sentira banni par ses collègues du domaine de la physique en Russie. Il mettra fin à ses jours de manière inattendue. En août 1986, Valéry Legasov est invité à prendre la parole devant l'Agence internationale d'énergie atomique, à Vienne, pour présenter son rapport sur les causes de la catastrophe. L'audience dure 5 heures. Valéry écrit dans son rapport « La négligence de la direction scientifique et des concepteurs était partout, sans qu'aucune attention ne soit accordée à l'état des instruments ou de l'équipement. Il parvient à la conclusion que l'explosion est due à des défauts de construction du réacteur dont le personnel n'était pas au courant et à une erreur humaine. En effet, le personnel présent n'était pas bien formé pour la manipulation de l'équipement du réacteur et a entraîné son court-circuit. Conscients de la gravité de l'accident et de leurs potentielles implications, bon nombre des opérateurs sont restés et ont sacrifié leur vie après l'accident pour essayer de réduire la dévastation. Valéry est applaudi pour son engagement sur le terrain et son examen franc et détaillé, contrastant avec l'attitude de la majorité des acteurs du pouvoir au sein du gouvernement qui ont, jusque-là, minimisé l'ampleur de la catastrophe. Le monde est maintenant au courant des réalités derrière l'accident. Et Legasov se fait connaître à l'étranger. Sa fille, Inga, déclare « Il a compris que son objectif principal n'était pas de justifier l'Union soviétique et de cacher certaines informations, mais au contraire de renseigner la communauté internationale sur les mesures à prendre dans de telles situations. » Le gouvernement russe est scandalisé et refuse de laisser croire que leur système aurait des défaillances. Les autorités et certains compatriotes scientifiques de Valéry disent que le rapport révèle des informations classifiées. Ce à quoi Inga répond « Je pense que le problème n'était pas dans les données secrètes. Le rapport de l'Agence internationale d'énergie atomique a eu un impact considérable et est ensuite devenu instantanément très populaire.
Cela a rendu certains de ses collègues jaloux. Valérie déclare lors d'une interview à la NBC News что мы живем в таком мире сегодня, « Aujourd'hui, nous vivons dans un monde tel когда нас окружает очень много технологически сложных que nous sommes entourés de nombreux systèmes technologiquement complexes et potentiellement dangereux, как ядерных, так и неядерных. tant nucléaires que non nucléaires. Этих систем мы не можем развиваться, Sans ces systèmes, nous ne pouvons pas nous développer, но они все-таки опасны. mais ils sont néanmoins dangereux. Поэтому нужно очень усиленно работать над тем, C'est pourquoi il est important de travailler très dur чтобы безопасность всех технических систем, pour assurer que la sécurité de tous les systèmes technologiques complexes, ядерных, химических, повышалась. nucléaires, chimiques, biologiques, soit améliorée. Suite à son intervention, Valérie a toujours ressenti l'hostilité de ses collègues. Malgré les éloges reçus sur la scène internationale, il est ridiculisé par ses collègues pour la gestion de l'accident. Valérie a été exclue par 129 voix contre 100 d'un siège au Conseil scientifique et technique de l'Institut Kourtchatov de l'énergie atomique, dont il était pourtant le directeur adjoint. Il est également le seul scientifique présent sur la catastrophe à ne pas avoir reçu le titre prestigieux de héros du travail socialiste. Par ailleurs, il est déprimé par le manque de prise d'initiative visant à prévenir d'autres catastrophes telles que celle de Tchernobyl. C'est probablement ce sentiment de solitude qui a poussé Valérie à mettre fin à ses jours. En 1996, un jour après le 2e anniversaire de l'explosion, Valérie se pend dans son appartement. La vérité sur sa disparition reste incertaine. Mais il a laissé derrière lui des notes et des enregistrements sur cassette dans lesquels il exprime sa désillusion à l'égard du gouvernement russe, qui, selon lui, a essayé de cacher des informations concernant la catastrophe. Le 27 avril 1988, il écrivait, tel un testament avant de mourir, son témoignage. En voici quelques extraits. Je n'avais encore jamais pensé au cours de ma vie qu'il me faudrait un jour, à peine passé la cinquantaine, me lancer dans des mémoires. Mais les événements qui ont eu lieu sont si importants. Les personnes qui ont été mêlées ont des intérêts tellement contradictoires, et il existe tant d'interprétations différentes de la façon dont les choses se sont déroulées, qu'il me paraît être de mon devoir de faire savoir ce que je sais et de quelle manière je comprends et je perçois les faits. Nous avons trouvé des gens disposés à faire tout ce qu'on leur demandait dans n'importe quelle condition. Mais quant à savoir que faire dans la situation donnée, comment planifier et organiser le travail sur ces points précis, ni les responsables de la centrale, ni les dirigeants du ministère de l'Énergie n'avaient une idée de la suite logique à donner aux opérations. Après avoir écouté nos exposés, et c'est moi qui eus la parole en qualité de rapporteur principal, ils prirent conscience de la situation, comprirent qu'il ne s'agissait pas ici d'un cas particulier, mais d'un accident de grande envergure qui aurait des séquelles pendant très très longtemps, et enfin que l'on devrait faire face à des travaux gigantesques. S'il m'arriva au début de penser que ce groupe prendrait parfois des décisions rigides et précipitées, il ne se passa rien de ce genre. Le travail fut organisé comme dans n'importe quel groupe scientifique de premier ordre. L'étude minutieuse de toutes les informations qui parvenaient de sources différentes venait en tête des préoccupations. Le moment semble peut-être venu de faire part ici de certaines impressions personnelles sur la façon dont j'ai été mêlée à cette affaire, sur la nature de mes liens avec elle, mon approche de l'histoire et du développement de l'énergie nucléaire et ma compréhension actuelle des choses. Rares sont ceux d'entre nous qui se sont prononcés sur ces points avec sincérité et précision. Depuis 10 ans, on parlait d'installer des simulateurs. Depuis 5 ans au moins, de l'urgence de créer un système de diagnostic à même de nous renseigner sur l'état des équipements. Mais tout cela resta lettre morte. On relevait de temps à autre que la qualité des ingénieurs et du personnel d'exploitation ne cessait de baisser.
Après m'être rendu à Tchernobyl, j'en vins à une conclusion analogue. L'accident était le paroxysme, le triomphe de toute cette mauvaise gestion qui avait régné dans notre pays depuis des dizaines d'années. Si l'on considère l'enchaînement des événements et que l'on tâche de découvrir les motifs des agissements de chacun, on voit qu'il est impossible de désigner un seul coupable, un seul responsable qui conduise à cet acte criminel, puisqu'on se trouve ici en présence d'un véritable circuit fermé. Les opérateurs commirent des erreurs parce qu'ils avaient absolument tenu à mener l'essai à son terme, estimant qu'il en allait de leur honneur. Bricolé à la hâte, le programme d'essai n'avait pas été approuvé par les spécialistes qui auraient dû lui donner leur aval. J'ai chez moi, dans mon coffre-fort, l'enregistrement des entretiens téléphoniques entre les opérateurs à la veille de l'avarie. Paradoxalement, en ces jours pénibles, nous ressentîmes de l'exaltation, humeur imputable, non pas au fait que nous assistions à une lutte contre des événements tragiques. Le tragique de la situation constituait la toile de fond. Nous dûmes cet état d'esprit à l'efficacité dont les équipes faisaient preuve dans leur travail, à leur empressement à répondre à nos requêtes, à la rapidité avec laquelle les variantes techniques voyaient le jour. 8 ans après sa mort tragique, le président de l'époque, Boris Eltsine, décerne à Valéry Legasov le titre honorifique posthume de héros de la Fédération de Russie pour le courage et l'héroïsme dont il avait fait preuve dans son enquête sur la catastrophe. En 2019, HBO produit la série Tchernobyl, qui s'ouvre sur Valéry Legasov, contemplant le désastre que la catastrophe a produit juste avant de se tuer. All of the good we did, it doesn't matter. What does matter is that to them, justice was done. See, a just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl. Les experts et les personnes ayant des souvenirs de la catastrophe saluent la série pour son authenticité, même si l'équipe s'est permise certaines libertés créatives. Tell me how to put it out. You are dealing with something that has never occurred on this planet before. What will happen to our boys? The pain is unimaginable. Madness. La zone d'exclusion de Tchernobyl est quant à elle aujourd'hui inaccessible. La forêt environnante, surnommée forêt rouge, est cramoisie par les retombées et peuplée uniquement de faune. Les animaux, victimes de mutations génétiques, y présentent d'ailleurs une allure bizarroïde. Il est dit que la forêt ne sera pas propice à l'habitation humaine avant au moins 20 000 ans. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir. À la semaine prochaine.